Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir via les systèmes numériques Ariane Bois. Bonjour Ariane. Bonjour Monique. Alors Ariane, vous nous arrivez avec un 4e roman, Le gardien de nos frères chez Belfond, n'est-ce pas? C'est bien votre 4e. Oui, j'ai écrit un recueil aussi de nouvelles, mais Le gardien de nos frères est mon 4e roman. Alors, je n'ai presque plus besoin de présenter Ariane Bois, qui est reporter, critique, mais qui a plusieurs cordes à son violon, n'est-ce pas Ariane? Oui, je suis romancière depuis 6 ans et effectivement, j'ai toujours écrit toute ma vie et donc les livres sont venus presque naturellement dans mon parcours. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec le sujet de ce roman. En fait, Ariane, qui sont ces dépisteurs? Vous allez tout de suite nous parler du sujet. Alors, les dépisteurs sont des jeunes gens, des jeunes garçons et des jeunes filles qui, en 1945, dès que la guerre a été terminée, ont eu l'idée de récupérer des enfants dont les parents ont été déportés en se doutant que ceux-ci ne rentreront pas des camps. Alors ce sont souvent des scouts, des éclaireurs israélites, des hommes et des femmes qui ont connu la résistance, la clandestinité, parfois la prison, et qui se réunissent un peu spontanément et qui se disent quoi faire. Les parents sont partis, les enfants ont été parfois cachés par les organisations juives, donc les organisations juives savent où ils sont et vont les récupérer, et puis il y a tous les autres, les enfants qui ont été soit malheureusement abandonnés au moment d'une rafle ou qui ont pu se sauver d'une arrestation, ou les enfants que les parents ont confiés comme ça, dans la panique, à des voisins, à des inconnus, dans la rue, dans des couvents, chez des paysans, à la campagne. Et ces enfants-là, il n'y a pas de trace d'eux. Donc, les dépisteurs vont se donner comme mission de sillonner la France. C'est un travail incroyable pour récupérer une poignée d'enfants qui a le droit de savoir ce qui s'est passé et qui a le droit d'être élevé dans la tradition et dans la foi juive. Alors Ariane, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, l'histoire de Simon, qui entre en résistance et qui en fait que rien ne prédestinait au départ. Oui, Simon est un jeune garçon, il a 16 ans en 1939, alors il appartient à une famille de la bourgeoisie juive intellectuelle, mais lui, il est un peu différent. Il est très physique, il se bat, il fait de la boxe et il n'est pas particulièrement bon élève, alors que par exemple son grand frère Lucien est polytechnicien. Sa sœur Madeleine voudrait être pédiatre et donc c'est une famille de fort en tête. Donc lui, il détonne un peu, il appartient aux EI, aux scouts donc, et il se rend compte très vite de la situation. Ses parents aussi d'ailleurs, puisque ce sont des juifs d'origine alsacienne et lorraine, et malheureusement ils sont très au courant de ce qui se passe en Allemagne pour les juifs, mais Simon, il va très vite demander à son père de rejoindre la résistance. Alors c'est impossible parce qu'il a 16 ans, alors que Lucien lui va partir pour la France libre. Il va supplier ses parents de ne pas se faire recenser parce qu'il pressent que c'est mauvais pour eux et que c'est un piège qui va se refermer sur eux. Et puis quand il va devenir chef de famille, que la famille se réfugie à Toulouse, il va rentrer dans la résistance, et donc pas n'importe quelle résistance. Comme il est éclaireur israélite, il retrouve le milieu des scouts et il va rentrer dans la résistance juive. Alors au début, il va faire des faux papiers à Toulouse. Toulouse est une espèce de plaque tournante incroyable de la résistance et de la résistance juive, et il sera d'ailleurs très très bon dans les faux papiers parce que il aime dessiner et il a vraiment un talent pour cela. Et puis après, en 44, il va rentrer au maquis juif. Et alors, justement, maintenant on va parler de la rencontre de Simon avec un autre personnage très important du livre, Léna. Oui, Léna est un personnage que j'aime infiniment. C'est une jeune fille, une jeune femme qui a survécu au pire.
Elle est polonaise, d'une famille modeste, et elle a réussi à échapper au ghetto de Varsovie. Elle s'est réfugiée avec les partisans dans la forêt. Elle a supporté le froid, la faim, la peur. Elle est venue à Paris à pied. C'est un périple incroyable. Et ils se rencontrent parce qu'ils sont tous les deux des pisteurs. Alors ils vont faire équipe, mais en fait ils sont extrêmement différents. Leur milieu social n'est pas le même, leur façon de voir l'avenir, leurs traditions sont extrêmement différentes, et pourtant ils doivent être ensemble, et ils ont des manières de travailler qui ne sont pas les mêmes non plus. Et dans cette France de l'après-guerre qui est exsangue, complètement désorganisée, ils vont sillonner le sud-ouest à la recherche de ces enfants, et c'est une aventure qui va les mener très très loin. La force de votre livre, Ariane, est de nous faire baigner dans cette atmosphère aussi bien nationale, donc l'atmosphère ambiante du pays, que dans cette atmosphère psychologique, avec ces rapports au départ assez conflictuels entre Simon et Léna, et de voir un petit peu ce rapprochement. Oui, je voulais vraiment montrer différentes facettes du judaïsme français et étranger. Je voulais montrer la colère de ces jeunes gens à qui on a tout pris. Ce sont deux êtres qui sont fracassés par la guerre et puis qui chacun vont donner un sens à leur vie. Simon va chercher surtout son petit frère Élie, qui a disparu à Toulouse dans des conditions mystérieuses. Léna, qui elle a tout perdu, va essayer de redonner un sens à sa vie. Donc c'est à la fois leur reconstruction psychologique, et vous avez raison Monique, le récit de cette mission de l'après-guerre qui est restée très confidentielle. Et alors maintenant, Ariane, parlez-nous de la recherche de ces enfants et surtout l'aboutissement, car on sait qu'il y a eu 20 000 enfants qui ont eu un ou deux parents déportés. Il y en a eu 10 000 qui ont été eux-mêmes déportés en tant qu'enfants. Le retour, Ariane. Alors le retour des enfants déportés, il y a eu 250 qui sont rentrés, donc c'est vraiment extrêmement peu. Les dépisteurs avaient plusieurs tâches. Retrouver les enfants a été très difficile, on en parlera, je pense. Mais après, il fallait ces enfants les élever, leur donner une éducation, leur donner un métier, les ouvrir sur la vie. Alors là, c'est le travail des maisons d'enfants, les maisons de Lozé, les maisons du MJS, les maisons communistes, les maisons des EI, enfin toutes les branches du judaïsme en France ont ouvert à ce moment-là des maisons, et 3000 enfants y ont vécu, y ont été élevés et ont pu se construire une vie à peu près normale. J'explore dans quelques chapitres l'ambiance de ces maisons d'enfants qui a été très très chaleureuse, très ouverte sur l'extérieur. Certaines étaient religieuses, d'autres ne l'étaient pas. Il y a des enfants qui ont émigré parce qu'ils avaient de la famille ailleurs, en Argentine par exemple, aux États-Unis, au Canada. Et puis il y a des enfants qui ont retrouvé une petite partie de leur famille qui n'avait pas été déportée et qui ont donc essayé de se reconstruire. Voilà, parfois ça a été extrêmement difficile, mais en général, les maisons d'enfants, une chance pour les enfants cachés parce qu'ils ont pu être élevés collectivement et dans une certaine tradition. Si vous êtes d'accord, Ariane, nous allons focaliser sur le retour d'une enfant. Je veux parler de Rebecca. Oui, alors le cas de Rebecca est tout à fait intéressant parce que Simon la retrouve donc dans le sud-ouest. Elle a été placée chez un paysan. Vous savez, les enfants ont parfois été cachés de cache en cache, et donc elle est une petite fille de 7 ans. Elle a été cachée chez un paysan qui malheureusement l'a maltraitée et au point même qu'il l'a blessée de manière très importante et très grave. Et donc Simon, mon héros, arrive dans le Tarn-et-Garonne et récupère cet enfant en se battant avec le paysan, et ensuite fait soigner l'enfant et s'attache à cet enfant. Je voulais montrer que pour certains enfants cachés,
le séjour à la campagne a été un séjour bénéfique, bien que, il faut le souligner, la campagne était souvent un endroit totalement étrange et étranger, parce que ce sont plutôt des petits citadins. Donc pour certains, ça a été une expérience heureuse avec les champs, les animaux, l'affection, voilà, la nature qu'ils découvraient. Et puis pour d'autres, et j'ai fait une enquête auprès d'enfants cachés, malheureusement les choses ont été tout à fait désastreuses et les enfants ont été soit maltraités, soit pour les filles abusée même sexuellement. Donc Rebecca est cette petite fille qui est une enfant en fait martyre, et qui va avoir évidemment du mal à se reconstruire après ce passé extrêmement douloureux. En fait, nous assistons dans ce roman à beaucoup de rebondissements, et en réalité tout est difficile. Élie et sa famille, Élie et sa famille chrétienne, Élie et sa famille juive. Vous décrivez avec beaucoup de justesse les sentiments qui explorent un petit peu la psychologie de ces enfants qui essayent de s'insérer de nouveau, mais qui ont en même temps beaucoup de mal. Oui, j'ai essayé de ne pas apparaître manichéiste, donc je ne voulais pas faire soit en noir, soit en blanc. Je pense que parfois cela a été plutôt dans les couleurs du gris. Certains enfants ont eu la chance de retrouver un parent, mais ce parent-là avait changé, avait vieilli, avait perdu ses dents, avait maigri, avait changé de caractère, et donc les retrouvailles ont pu être difficiles. Les familles d'accueil ont été des familles parfois extrêmement chaleureuses et aimantes, et l'équité n'a pas été simple. Et puis, quand on retrouvait un bout de famille inconnue, par exemple quelqu'un, je sais pas, au Venezuela ou ailleurs, eh ben il faut s'habituer. Parfois l'amour vient, mais parfois aussi l'amour ne vient pas. Et puis, je m'occupe aussi beaucoup de l'Église catholique. Alors justement, si vous permettez, Ariane, je vais vous demander d'abord de lire un passage avant d'attaquer ce deuxième gros morceau. Très bien. Nous allons donc vous écouter lire ce passage que nous avons choisi ensemble. En ce printemps 1946, le climat politique est effroyable. L'épiration s'était arrêtée en route. Certaines voix n'hésitent plus à regretter les nazis. En mars, on a ainsi pu lire « Chasser les parasites juifs » ou « Hitler s'est vengé en nous donnant les juifs » sur les murs du métro parisien. Arrêté à la Libération, l'écrivain d'extrême droite Maurice Bardèche qualifie les chambres à gaz d'admirables montages techniques sans qu'on s'en émeuve. Simon frissonne de frustration et de colère. Lors d'une cérémonie en mémoire des avocats à la Cour de Paris, à laquelle participaient son oncle Maurice et sa tante Béatrice, on n'a pas prononcé une seule fois le mot « israélite », alors que tant d'avocats juifs ont été chassés, dénoncés par des confrères peu scrupuleux, déportés, fusillés comme otages. Pour une partie des Français, les Juifs sont des planqués, des ingrats. Certains ont même profité de l'occupation pour s'enrichir. C'est à n'y rien comprendre, à vomir. Merci voilà. Ariane. Alors maintenant, nous allons attaquer justement cette deuxième partie qui concerne l'Église. Voilà, alors l'Église, qu'elle soit protestante ou catholique, a joué évidemment un rôle capital pendant la Seconde Guerre mondiale. Les protestants, je le rappelle, ont été les premiers, avec Marc Wagner et André Trocmé, à protester, mais dès 1941, les catholiques ont protesté aussi contre les RAF. Moi, j'ai situé mon histoire, mon roman, dans le sud-ouest, parce que à l'été 42, Monseigneur Saliège a écrit une lettre retentissante contre ce qui se passait dans la zone libre, contre les rafles de femmes, d'hommes et d'enfants, et a demandé à ce qu'on ouvre les couvents. Il a collaboré avec le circuit Garel de Lausée et il a eu un rôle très important. Je salue d'ailleurs d'autres hommes d'église comme le Monseigneur Théas, Monseigneur Moussaron, le Père Chaillet, le Père Deveau, enfin le cardinal Gérelier. Il y a énormément de catholiques et d'ecclésiastiques qui ont dit qu'il fallait essayer de se protéger les Juifs, de les cacher et en tout cas de s'opposer par tous les moyens à ces rafles absolument ignobles. Et donc les enfants, des enfants juifs ont été cachés évidemment et ont été sauvés grâce à l'action de ces justes.
Après la guerre, la situation est complexe parce que certains enfants ont évidemment été baptisés. Normalement, on a le droit de baptiser uniquement en cas de danger de mort. Donc, on peut imaginer que la rafle est un danger de mort, mais je le rappelle, évidemment, on n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas en Pologne. Et puis, il faut que les parents le veulent. Il faut que les parents soient d'accord. Alors, toutes ces personnes que j'ai citées, c'est juste, c'est Monseigneur, ces cardinaux ont demandé à ce qu'on ne baptise pas les enfants. Donc les enfants, en 1945, à la fin des hostilités, ont été rendus plutôt de manière assez facile. Mais par contre, à partir de 1946, les choses se sont tendues avec l'Église catholique et certains enfants, de manière incroyable, ont été baptisés non pas pendant la guerre, mais après la guerre. Alors ça pose un véritable problème parce que l'Église catholique dit, eh bien, ces enfants étaient juifs, ils ne le sont plus, et donc ils nous appartiennent, ils sont orphelins et nous allons les élever dans la foi chrétienne. Le sauvetage des vies est devenu vite un sauvetage des âmes. Il y a eu une espèce de mur de silence et de prosélytisme. Et donc Simon, mon héros, va se heurter dans certains couvents à un véritable une porte close et ça va être très difficile de faire sortir les enfants. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans certaines régions, en Vendée, en Bretagne, ça a été rendu encore plus compliqué. Le père de Vaux, qui s'occupe de Notre-Dame de Sion et qui a été formidable puisqu'il a sauvé presque 500 enfants pendant la guerre, il ne veut bien rendre les enfants, 30 enfants, qu'en mars 1953. Vous voyez, c'est très très tard. Donc, avec l'Église catholique, certains évêchés n'ont pas fait de problème, d'autres ont considéré que ces enfants-là, désormais, leur appartenaient. On ne peut pas ne pas faire un clin d'œil à l'affaire Finali. Oui, tout à fait. L'affaire Finali, qui est une affaire qui est connue de manière internationale parce que le pape s'en est mêlé, parce que la justice a été saisie, parce que les enfants ont été envoyés en Espagne, dans la neige. Ça a été une nouvelle affaire Dreyfus. C'est l'affrontement de deux France, la France cléricale et la France anticléricale. Mais des affaires Finali moins importantes au niveau international, il y en a eu beaucoup d'autres. Et dès 1946. Il faut aussi signaler que ces enfants juifs cachés, on peut les mettre sous tutelle juridiquement. Et donc la tutelle est extrêmement facile, il suffit d'un voisin, d'un ami qui témoigne, l'enfant est mis sous tutelle et donc juridiquement, on ne peut pas le retirer de sa famille d'accueil. Donc les affaires se multiplient, bien qu'évidemment la communauté juive, enfin je n'ose même pas appeler ça la communauté juive parce que ce ne sont que quelques individus, en tout cas la commission de dépistage dont j'ai fait le centre de mon livre va tout faire pour essayer de limiter les procès et essayer de s'entendre à l'amiable pour récupérer les enfants. Ariane Bois, sait-on à peu près combien d'enfants n'ont pas pu être récupérés ? Alors, on n'a évidemment aucun chiffre. La commission de dépistage a récupéré une centaine d'enfants, mais par exemple pour les bébés, les nourrissons, qui évidemment ne pouvaient pas dire, ne pouvaient rien dire sur leurs origines ou sur l'endroit où ils habitaient avant la guerre, cela a été très difficile. Comme je le disais, certaines régions comme la Bretagne ou la Vendée ont refusé de rendre les enfants. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'estimation. Certains enfants ont découvert sur le tard, à la maturité, lorsqu'ils faisaient, par exemple, une prise de sang, qu'ils n'étaient pas les enfants de cette famille adoptive. Le secret a été parfois très bien gardé et parfois jusqu'à la fin. Et je tiens à rappeler que ce très beau roman est dédié à votre grand-oncle, le pasteur Robert Cook, qui est un juste. Oui, tout à fait. Moi, j'ai écrit une thèse d'histoire sur la résistance juive. Donc, je connaissais l'existence des maquis juifs dans le Tarn et de la résistance juive communiste ou celle des scouts. Mais j'ai aussi, vous avez raison, une racine familiale très forte puisque je suis juive par ma mère et
protestante par mon père et que mon grand-oncle, le pasteur Robert Cook, a été le pasteur de Vabre pendant la guerre. Et Vabre est un petit village du Tarn de 800 personnes, mais qui avait cette incroyable spécificité d'accueillir tout près 2 maquis juifs et un maquis protestant. Et mon grand-oncle a été fait effectivement juste parmi les nations, ce dont je suis très fière, parce qu'il a créé un faux camp de scouts pour des jeunes filles juives allemandes qu'on a réussi à sortir du camp de Gurs. Et il a participé à tout le maquis juif. Il a même pris les armes en 1944 lors de l'attaque du train de Mazamet. Et moi, quand j'étais petite, il me racontait cette attaque du train avec les scouts juifs. Et pour moi, c'était le Far West. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire qui est méconnue du grand public. Ariane Bois, je vous remercie pour cette excellente étude historique avec une vraisemblance des personnages qui est particulièrement poignante. Ce roman, dont je rappelle le titre, Le gardien de nos frères d'Ariane Bois, qui est très très émouvant et qui, encore une fois, et je le précise, revient sur un passé tragique que des jeunes gens surmontent avec l'énergie des combattants et qui est fondé surtout sur des événements réels. Oui, à la fois des événements réels et des personnages qui sont souvent des personnages historiques. Je rends hommage à Pierrot Kaufmann, qui m'a beaucoup aidé pour la rédaction de ce livre et qui nous manque. Et puis Mila Racine, Marianne Cohn, Frida Wattenberg, des gens qui ont tout à fait existé, qui sont encore parmi nous ou qui ne le sont plus, mais qui témoignent que, contrairement à un horrible cliché qui aurait circulé, les Juifs ont toujours résisté partout et toujours. Mais je voulais juste te dire, Monique, que c'est aussi une histoire d'amour et que c'est une enquête, presque une enquête policière pour retrouver ces enfants. Tout à fait. Effectivement, j'ai fait un travail historique important parce que je trouvais que c'est trop important et trop peu connu par le grand public pour ne pas donner des jalons historiques forts, mais je me suis concentrée aussi sur l'intrigue et j'en ai fait à la fois un roman d'amour, une histoire d'amour forte, mais aussi une enquête à travers la France désorganisée de l'immédiat après-guerre. Tout à fait, et je dois dire que c'est poignant de bout en bout, ce que je vous ai dit hors antenne au téléphone. Et d'un commun accord avec Ariane Bois, nous allons écouter une très belle chanson de Serge Gainsbourg. Voulez-vous l'annoncer, Ariane? Le sable et le soldat? La sable et le soldat, exactement. Très belle chanson de Gainsbourg. Merci, Ariane. Merci à vous, Monique. Bonne journée. Je rappelle le très beau roman d'Ariane Bois aux éditions Belfond, Le gardien de nos frères. À très bientôt, Ariane. À bientôt. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides reculeront devant l'étoile de David. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quant à moi,
chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. À bientôt, Monique.